Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et ça fait que, vous savez, depuis le début du Covid, depuis le début de la vaccination, etc., ça parle dans tous les sens de la polémique. Alors, juste une chose, précisons quelque chose. Ni moi, ni personne ici n'est pro-vax ou anti-vax. Chacun peut être pro-vax, chacun peut être anti-vax. Moi, personnellement, je le dis pour que les choses soient claires, j'ai été vacciné. Ça n'empêche pas, j'ai été vacciné en 21, ça n'empêche pas que je me pose des questions. Et je ne suis pas le seul, et je pose des questions. Et comme vous le savez, la devise de l'émission, c'est avoir question à tout. Donc, il se passe beaucoup de choses, et notamment le Doctoton. Alors, ça ne s'appelle plus Doctoton, ça va s'appeler autre chose, mais un marathon, donc sur le lieu du marathon, le Doctoton. Cécile Maïchak, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour, alors Cécile Maïchak, on vous a déjà reçu, ça fait 3 fois en un an, et bravo, et vous préparez le 3e Doctoton qui aura lieu du vendredi 9, donc demain, jusqu'à quand? Jusqu'au samedi 10, alors on commence vendredi à 9h, ce marathon de témoignages, et jusqu'au samedi 10 à 18h au moins, mais on sait déjà qu'on va dépasser parce que le planning est complètement rempli. Donc on va aller bien au-delà de 18h. Donc je conseille à tout le monde de venir à 18h pour la clôture qui était supposée, parce qu'on va redémarrer, quoi. Alors d'abord, ils viennent où? Où est-ce qu'il faut qu'ils se branchent? Alors, il y a 15 médias qui vont diffuser cette émission. D'accord. Nous, on a un Dosumani live sur Crowdbunker. C'est certainement là qu'il n'y a aucun risque que ce soit censuré. Crowdbunker, c'est ça? Crowdbunker, donc www.crowd, bunker.com. D'accord. Et là, donc, c'est Dosumani live, c'est bien ça? Dosumani live, oui, c'est ça. Alors, très bien. Alors, Cécile, combien de personnes, pouvez me dire, alors qui participe d'abord? Que médecins, soignants Oui. Donc, médecins, soignants, tout le personnel hospitalier, des pompiers. Les métiers c'est tellement énorme ce qui se passe que les métiers sont très très divers. Secrétaires, donc personnel administratif, cadres, hospitaliers, des éducateurs, des kinés, des profs de sport. Il y a vraiment, mais on a de tout en fait. Plusieurs dizaines de personnes, voire plus. Oui, je pense qu'on est à 250. 250 témoignages. D'accord. Oui. Et qui vont se succéder non-stop, comme on dit. C'est ça, non-stop. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, ils ont les témoignages, c'est 5 minutes. Contrairement à l'année dernière, on avait fait 3 minutes. Ici, on a laissé un peu plus de temps. Donc, c'est 5 minutes par témoignage. Et puis, il y a des personnes qui viennent supporter les suspendus ou, comme je dis toujours, assimilés, parce qu'il y a tellement de situations différentes pour eux que parler seulement des suspendus, c'est totalement réducteur. Et voilà. Et donc, il y a toutes les personnes qui viennent supporter aussi et soutenir et parler en termes psychologiques ou en termes juridiques de la situation. Des conséquences, etc. Oui. Juste un mot. Alors, mais le thème, ça reste quand même sur la réintégration des soignants suspendus, ou ça va plus loin? Alors en grande majorité on parle des suspendus, tout à fait. Donc oui, c'est ça. Mais il y a aussi un autre thème qui apparaît parce que c'est une réalité. Vous en parlez d'ailleurs dans l'annonce de votre émission. C'est les médecins poursuivis. Donc il va y avoir aussi des soignants poursuivis d'ailleurs, puisqu'il y a des soignants non médecins qui sont convoqués à la police aujourd'hui et à la gendarmerie, et on leur demande s'ils travaillent, s'ils sont pas d'accord avec ce qui se passe, etc. Donc il y aura aussi ce type de témoignage. Il y a des témoignages où les gens n'ont pas peur, montrent leur visage et donnent leur nom. Et puis il y aura des témoignages anonymes, comme dans la première version il y a un an, où on avait aussi beaucoup de témoignages anonymes. Il y a Cécile Maïchak, il y a beaucoup de gens qui vont parler à visage découvert et donner leur nom. Oui, absolument, oui. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Et il y en a beaucoup qui ont peur aussi, mais vraiment très, très peur. Il y a une pression mais de ce qui peut leur arriver. Donc, ils ont peur d'être poursuivis, d'être rappelés à l'ordre, comme on pourrait dire, au propre comme au figuré, de voir peut-être une indemnité qu'ils ont, une aide qu'ils ont, qui soit aussi suspendue. Enfin, vraiment, les gens ont vraiment très, très peur. Écoutez, encore une fois, le problème se pose, encore une fois, quelle que soit la position qu'on peut avoir. Comment il se
fait, et moi vraiment c'est la question que je pose, et encore une fois je vois que énormément d'auditeurs de Sud Radio et d'ailleurs de Sud Radio se posent la question, pourquoi d'ailleurs Bruno Retailleau ce matin chez Patrick Roger disait, moi je suis pour c'est le candidat à la présidence des Républicains, je suis pour la réintégration des soignants suspendus. Beaucoup de politiques prennent position aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes en 2022, qu'il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup d'informations depuis un an et demi. Donc, Cécile Maïchak, écoutez, donc Dose Humani, hein, ça s'appelle Dose Humani. Dose Humani, comme ça se prononce, vraiment, il n'y a pas de H, rien. D-O-S-U-M-A-N-I, voilà. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. Cécile, restez avec nous. Nous allons parler à une soignante suspendue qui a écrit un livre. Très touchant, je crois que vous connaissez. D'ailleurs, elle va peut-être participer au Doctoton. Catherine Bouissou. Bonjour, Catherine Bouissou, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Catherine Bouissou, on vous écoute. Mais on n'entend pas le son. Ah oui, ça y est, on vous entend. Bonjour. Bonjour. Alors, Catherine Bouissou, j'ai lu votre livre hier soir. On achève bien les soignants, que vous avez auto-édité, que vous avez édité vous-même. Ma vie de suspendu, effectivement, et c'est très, très poignant. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Parce que beaucoup de gens, encore une fois, disent, oui, mais attendez, pourquoi? Attendez, elle est soignante, elle va avoir des malades. Pourquoi ne s'est-elle pas fait vacciner? Après tout, elle est en contact permanent avec des malades. Pourquoi? Et on ne dit pas seulement de vous, hein, mais de tous ceux qui ont refusé de se faire vacciner. Enfin, franchement, il y a des millions de gens, voire des milliards de gens sur la planète qui l'ont fait. Pourquoi vous, qui êtes en contact avec la malade et qui va pour devoir de soigner, pourquoi ne le faites-vous pas? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Alors, d'abord, j'ai passé ma vie à m'occuper des autres. Le soin, c'est mon oxygène, c'est ma vie, c'est tout ce que je sais faire. Je ne suis pas anti-vax, j'ai tous mes vaccins à jour. Mais là, pour le Covid, il n'y avait pas de consentement éclairé. Donc, pas de recul. Et pour moi, ce n'est pas un vaccin, c'est un traitement. Et c'est un traitement qui est encore en expérimentation. Et la population française, la prendre pour un cobaye, ça me dérange beaucoup. En tant que soignante, ça me dérange. Ouais. Donc oui, vous avez l'impression qu'on a effectivement, et on va en parler aussi avec Marc Gauthier, accéléré un peu les choses. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, vous l'avez raconté dans votre livre, mais je voudrais que vous le résumiez. Donc, vous avez dit, moi, je ne me vaccine pas. Vous étiez juste, rappelez, où étiez-vous soignante? J'étais infirmière coordinatrice en soins palliatifs à l'hôpital de Castres. De Castres. De Castres, oui, dans le 81, dans le 40. Oui, bien sûr. Et j'ai prévenu que je ne me ferais pas vacciner. Et donc, le 14, j'ai été... le 14 septembre, c'est ça? Le 14 septembre, voilà. Donc, elles sont venues me voir et puis j'aurais dit non, je n'ai pas changé d'avis, je ne me ferai pas vacciner. Et voilà. Il se trouve que, comme j'avais déjà des problèmes de santé, j'ai fait une décompensation cardiaque. Donc, je me suis retrouvée aux urgences. Le 14 au soir et je suis restée hospitalisée une semaine, donc du coup en arrêt maladie pendant 2 mois. Ouais. Et si il a fallu faire mon renouvellement, mon médecin m'a dit non, vous n'êtes pas vaccinée, vous êtes soignante, donc vous serez suspendue. Voilà, on a des consignes. Du coup, elle m'a pas renouvelé mon arrêt maladie et j'ai été suspendue le jour même. Alors suspendu, suspendu, Catherine Bouissou, on le rappelle pour tout le monde, suspendu, ça veut dire pas d'indemnité, pas de salaire, rien, c'est ça? Rien, plus rien. Au 21 novembre, pour moi, plus rien. Comme pour mes collègues, au 15 septembre. Donc, pas de droit au chômage, pas de droit à rien. Oui, à rien du tout. Et donc, ça date depuis novembre 2021. C'est-à-dire, il y a un an, un peu plus d'1 an, c'est ça? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous êtes organisé? Comment vous avez vécu? Bon, vous avez votre mari, enfin, vous avez votre époux, vous avez votre entourage, mais comment vous vous êtes débrouillé? Comment vous vivez? Moi, je suis seule avec un enfant à charge, donc j'ai d'abord fait des économies et puis ensuite j'ai vendu tout ce que je pouvais vendre. Là, ma maison est en vente, mais tout ça c'est du matériel, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que mes patients, ils sont où? Qui s'en occupe? Qui prend soin de tous ces patients dont tous les suspendus s'occupaient avant et aujourd'hui il n'y a plus personne. Donc moi c'est ça qui me... Le matériel c'est pas grave, le matériel... Oui, mais quand même, il faut vivre. Je ne dis pas, mais il faut vivre et pas survivre simplement. C'est quand même pas rien. Mais vous êtes... là, on nous a punis. Il faut qu'on donne tout. Qu'ils me prennent tout, mais qu'ils me rendent mes patients.
Je suis une bonne soignante, j'ai jamais commis aucune faute, j'ai jamais... Vos patients se sont manifestés, Catherine Bouissou? Vos patients se sont manifestés? Ah oui. Ben, mes patients non, parce que je fais du soin palliatif, mais les familles de mes patients, oui. Oui, bien sûr. Les familles de mes patients, oui, qui comprennent pas pourquoi je suis plus en service. Et alors, votre situation, c'est la situation de milliers de personnes, hein, il faut le dire, sinon plus aujourd'hui en France. Et vous, en fait, vous vous demandez pourquoi la situation ne change pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, on l'a dit partout, d'ailleurs, tout est reconnu. Les vaccins n'empêchent ni la transmission, ni la contamination. Donc, est-ce que vous posez la question et comment vous y répondez, vous, Catherine Bouissou? Ben, justement, j'y réponds pas et je comprends plus. Le motif pour lequel nous sommes suspendus, c'est qu'on risquait de contaminer les patients. Or, il se trouve qu'on ne contamine pas, mais il y a des tas d'autres maladies pour lesquelles on aurait pu contaminer nos patients. Oui. Nous sommes des professionnels, on sait faire les gestes barrières. Là, oui. Je ne comprends pas. C'est pour ça que j'appelle encore une fois notre gouvernement et le président de la République en leur disant on peut tous commettre des erreurs, mais c'est une preuve d'intelligence que de reconnaître que c'était pas le bon chemin qui a été qu'il fallait faire. Ouais. Et oui, vous allez participer au Doctoton, Catherine Bouissou? Oui, bien sûr, oui. D'accord. Cécile oui. Maïchak, juste un mot. Vous avez beaucoup de témoignages de cet ordre, comme celui de Catherine? Ouais. Oui, là, on peut le dire. Et moi, ce qui me touche très très fort avec les soignants et avec les pompiers aussi d'ailleurs, c'est que avant tout, ce qui les inquiète, c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire, quoi. Donc les gens qui ne peuvent pas soigner, les situations pour lesquelles ils peuvent rien faire pour les pompiers, c'est ça qui les blesse le plus en fait. C'est leur identité qu'on leur enlève là. C'est vraiment c'est au-delà du métier, c'est leur identité. Ouais. Et moi j'ai fait un bête petit calcul. Je vais pas faire tout le calcul ici, je le présenterai dans l'émission. Mais j'ai fait un bête petit calcul rien qu'avec les soignants qui seront dans l'émission. Et j'ai compté un rapport de 1 pour 1000. Un soignant, c'est 1000 patients non soignés. Alors oui. Quand on vient nous dire qu'il y a 4000 soignants et que c'est pas ça qui va changer la situation des malades, oui, mais moi je peux dire que si on fait un rapport de 1 pour 1000... Et encore une fois, oui tout à fait, et encore une fois il n'y a pas que les soignants, il y a les pompiers, il y a les médecins, il y a beaucoup de monde. Justement, je voudrais donner la parole à Marc Gauthier. Marc Gauthier, vous êtes juriste, vous êtes membre du collectif des 300 qui regroupe énormément de gens de loi, du droit. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait, vous souhaitez savoir, sur ces vaccins? Aujourd'hui, le ministre, à l'époque ministre de la Santé, avait dit, eh bien la phase 3 des essais des vaccins est terminée, tout va bien. Vous dites quoi? Oui, bonjour André et bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et merci de me recevoir. Les témoignages que l'on a eus à l'instant sont effectivement très émouvants et très percutants parce qu'ils ont aussi raison sur le plan juridique. Comme a dit Catherine, le mot expérimentation a été prononcé et Olivier Véran avait d'ailleurs repris ce mot effectivement en disant que des premières données de l'essai clinique de phase 3 avaient été recueillies et que sous-entendu, circulé, il n'y avait plus rien à voir. Or, il y a beaucoup de choses à dire sur le plan juridique de ce qui se passe sur la situation à l'heure actuelle. Nous n'aurons pas le temps aujourd'hui de voir tout, mais probablement que vous me réinviterez. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que sur l'aspect expérimentation, on peut déjà rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc je vais prendre 5 à 6 minutes pour expliquer aux gens la chose telle qu'elle est. Et d'ailleurs, le professeur Christian Perron avait dit que l'obligation légale de vaccination allait à l'encontre des traités internationaux, et je crois que c'était d'ailleurs sur ce plateau ici même, et il avait effectivement tout à fait raison, et sous plusieurs aspects. Mais j'aimerais m'intéresser donc à un particulier qui rassemble beaucoup de passion, c'est effectivement, avons-nous, premier point, un produit expérimental? Faisons donc l'objet de recherches, d'expériences ou d'essais cliniques? Bien sûr, la réponse est oui, car les essais cliniques ne sont pas terminés, sauf tout récemment pour Moderna en octobre 2022, mais ce n'est absolument pas le cas pour Pfizer et les autres. Pfizer, c'est 2023. Mai 2023, voilà, 2023. Et éventuellement décembre 2023 en fonction du rapport sur l'étude clinique globale. Big Pharma, donc les laboratoires pharmaceutiques, appellent d'ailleurs leurs propres produits médicaments expérimentaux dans leurs propres protocoles et leurs propres documents. Or, les essais cliniques constituent bien des, entre guillemets, recherches au sens du droit européen, ainsi qu'au sens du règlement européen 536/2014, qui associe, qui met en corrélation les termes de recherche et d'essais cliniques. C'est par exemple les considérants 4, 54, 59, 81 pour être précis, ainsi que les articles 2, 2, 31, 31, 32, 97. En France aussi, les essais cliniques sont bien des recherches de catégorie 1 pour ce qui concerne les produits de vaccination Covid-19 et la NSM. Mais attendez, Margotti, oui. On cite, c'est bien de citer tous les paragraphes et les trucs, je comprends, et vous avez raison d'être précis, mais ça veut dire que les vaccins,
vaccins sont considérés comme expérimentaux. Ça veut dire que, pourtant, on a vacciné partout dans le monde entier des milliards de gens. Et oui, c'est justement le problème, André, c'est qu'on a utilisé en fait un argument qui était beaucoup plus sur le plan politique que sur le plan juridique et médical stricto sensu. Le produit expérimental, nous avons aussi les définitions dans les textes, que ce soit les directives européennes, par exemple celle qui date de 2001/20/CE ou le règlement que je vous ai cité à l'instant. Notre propre code de santé publique en France, c'est l'article 5121-1-1 du code de la santé publique, dit bien que nous avons du seul fait qu'ils soient en essai clinique des produits expérimentaux, parce que ce sont bien des principes actifs sous forme pharmaceutique ou placebo, expérimentés et utilisés comme référence dans un essai clinique. Donc juridiquement, il n'y a aucun doute là-dessus, on est bien carré. D'accord. Par contre, bien sûr, on peut toujours dire, oui, mais il y a eu des autorisations de mise sur le marché conditionnelles et standards qui ont été délivrées. Donc avant de voir ce point-là, il y a un deuxième point à voir, c'est si nous avons effectivement des produits expérimentaux, qui est protégé ? Qui est protégé de ces recherches et de ces expériences médicales et scientifiques d'après les traités européens que le professeur Perron justement disait? Il suffit par exemple de lire l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, où il y est stipulé clairement qu'il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. Non mais nous autres, attendez, il y a des milliards de gens qui étaient consentants. Donc, faut pas dire, ils n'ont pas été forcés, revolver au point de se vacciner, Margotti. Alors, vous avez une obligation légale, attention, de vaccination qui a été effectivement mise dans la loi du 5 août 2021, l'article 12 et l'article 13. Et non, donc, vous avez je parle pour les non... Alors, vous parlez pour les soignants. Là, je parle pour les soignants. Et je parle de l'obligation, attention, l'obligation. Voilà, de l'obligation. Ne parlons pas du reste. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien avoir, et c'est d'ailleurs le point sur les autorisations de mise sur marché que je vais un petit peu développer, vous pouvez très bien avoir des produits qui sont encore considérés comme expérimentaux parce que les essais cliniques ne sont pas terminés, et c'est ça qui définit le caractère expérimental ou pas d'un produit. Au niveau des textes juridiques, il n'y a aucun doute. Voilà. Mais l'autorisation de mise sur le marché conditionnel ne fait pas perdre ce caractère expérimental au produit, parce que la seule chose qui lui fait perdre ce caractère expérimental, c'est que les essais s'arrêtent. Et en fait, vous avez même un summum de paradoxe avec cette histoire. C'est que lorsque vous délivrez une autorisation de mise sur le marché qui est conditionnelle, elle est justement délivrée pour que vous puissiez continuer les essais cliniques et les expériences pour obtenir plus de données complètes à l'avenir. Et en fonction de ces données, renouveler l'AMM, l'annuler ou même la transformer en standard. Alors attendez, avant d'aller dans tout le... Je comprends. Mais le problème, c'est que, est-ce que on a le droit ou pas légalement, enfin un gouvernement ou des gouvernements, de dire pour les soignants, restons sur les soignants, les pompiers, le personnel, oui, mais vous devez vaccination obligatoire. Est-ce que en fait la loi permet pour un produit expérimental de pouvoir quand même, un gouvernement peut l'appliquer en disant vaccination obligatoire de ce produit parce que vous êtes en contact avec les malades, etc., etc. La réponse est non. La réponse est non. Juridiquement, l'obligation, j'insiste, l'obligation légale de vaccination ne peut pas être donnée à des produits qui sont toujours en phase d'essais cliniques. C'est contraire. Y compris pour les soignants, y compris. Non mais voilà, mais en fait c'est surtout pour eux. Et c'est surtout pour eux parce que l'obligation légale a été faite pour eux. Ils ont été cités. En fait, toutes les personnes qui travaillent dans les établissements de santé, les centres médico-sociaux ont été considérées tout de suite comme devant respecter cette obligation légale de vaccination. Mais vous savez, quand vous êtes juriste, en droit, il existe ce qu'on appelle la pyramide de hiérarchie des normes, qui d'ailleurs est une des caractéristiques de l'état de droit, et la loi n'est pas toute puissante. Vous avez au-dessus, par exemple, le bloc de constitutionnalité, où là on a un fameux contrôle de constitutionnalité fait par le Conseil constitutionnel, mais vous avez aussi un contrôle de conventionnalité qui est tout aussi important que le contrôle de constitutionnalité, et lui, ce contrôle de conventionnalité, il est fait par les magistrats ordinaires, avec au sommet la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire, et le Conseil d'État au sommet de l'ordre administratif. Et eux font le contrôle de conventionnalité. Oui, attendez, donc ce que vous dites, Marcotti, je résume, vous dites qu'aujourd'hui, en tout cas, quelle que soit l'efficacité ou la non-efficacité des vaccins, c'est pas de ça qu'on discute aujourd'hui. Vous dites que l'obligation de vaccination n'est pas est pratiquement illégale. Elle est illégale par rapport à une obligation légale de vaccination. Elle est illégale. Elle n'est pas conforme au droit européen et au droit international. Et je vais même vous dire mieux. Même si le Conseil constitutionnel s'était prononcé sur l'obligation légale de vaccination en tant que telle, parce qu'il ne l'a pas fait. Les gens ne le savent pas forcément, mais le Conseil constitutionnel à l'heure actuelle ne s'est pas prononcé sur l'obligation légale de vaccination qui était contenue aux articles 12 et 13 de la loi. Il s'est prononcé sur l'article 14.1a de la loi, qui était le régime transitoire, vous savez, avec le pass sanitaire, les documents qu'il fallait présenter, mais pas sur l'obligation légale de vaccination. Donc, et même s'il le faisait, ça ne réglerait pas toute l'histoire, parce que la moitié de l'histoire qui resterait à faire, c'est le contrôle que je vous disais à l'instant de conventionnalité, que tout magistrat ordinaire peut faire si le justiciable lui en fait la demande via l'intermédiaire de
de son avocat. Et là, la loi peut être écartée comme non conforme au droit supérieur du droit européen, du droit international. Très intéressant, très important. On va reparler de tout ça et avec quand on au lendemain du Doctoton, du Dos Humani, avec Cécile Maïchak la semaine prochaine, on va reparler du livre de Catherine Bouissou, bien sûr, que vraiment je recommande. On achève bien les soignants. Et enfin, on va en reparler évidemment aussi avec Marc Gauthier. Merci à vous trois, merci de vos témoignages. Merci. Et puis on continue. Merci Marc Gauthier. Merci André Berkoff. Tout de suite, dans le face-à-face, André Berkoff reçoit le docteur Daniel Coscoluera et le docteur Daniel Hartmann pour une heure spéciale sur les arrêts de travail. À tout de suite sur Sud Radio.